Cheikh, on enchaîne avec le troisième livre, Min al-Ijtihad ila al-Ta'ifiyya. Sachant que vous avez un autre livre qui parle de l'origine ou bien des sources de sectarisme. On verra plus tard. Oui, vous avez raison de faire un peu l'analogie parce que ça paraît au niveau des titres traiter du même sujet. En fait, ils traitent le même phénomène, tous les deux, parce que ce sont deux séries distinctes. Là, nous sommes au niveau d'une série de jurisprudence, l'autre c'est au niveau d'une série qui parle de la doctrine. Donc, deux angles de vision tout à fait différentes, mais qui décrivent le même phénomène. C'est le phénomène, effectivement, du passage de l'ijtihad. On va expliquer ce que c'est. On a toujours du mal à l'interpréter, mais je préfère toujours le traduire par la réinterprétation. Et le communautarisme taïfi, qui pourrait être aussi, avec une petite dérive, traduit par sectarisme. Mais du moins, le communautarisme, c'est sa forme bénigne, quoi. Le passage de l'état d'une école juridique, parce que c'est ça le fruit de l'ijtihad, à l'état d'une communauté renfermée sur soi-même, est un phénomène sociopolitique frappant. J'ai décrit plutôt les premières origines au niveau du deuxième tome. Dans ce tome, dans ce volume, on va décrire le phénomène, comment réellement il s'est passé. Donc, ces différentes écoles, qui ne sont plus deux courants, l'un médinois et l'autre irakien, mais à partir de la seconde moitié du second siècle, on a assisté à une prolifération de tendances et de méthodes de déduction des dispositions légales. Manhaj. Une prolifération. Voilà. On a dénombré au moins 200 pendant cette période, dont 50 avaient laissé des traces, c'est-à-dire les chercheurs les connaissent. Alors, parmi ces 50, seulement une douzaine a persisté jusqu'à nos jours. Bon, le tri, c'était-il fait? C'est-à-dire arrivé maintenant à une dizaine. Bien sûr, une dizaine dont seulement 4 dit de la majorité. C'est vrai parce qu'ils constituent la majorité des musulmans, alors que les autres sont marginaux. Mais au début, c'est-à-dire la deuxième moitié du 1er siècle, c'était au moins une cinquantaine qui se défendaient. Et on trouve plusieurs aspects de leur savoir-faire et de leur diction au niveau de la jurisprudence et même aux autres niveaux. Le phénomène sociopolitique a été déterminant dans ça, c'est-à-dire l'élimination de certaines écoles, bien qu'il avait toutes les conditions nécessaires pour avoir la dénomination d'école juridique. Dans le deuxième cycle, j'ai bien expliqué comment une école juridique peut avoir ce statut-là. Qu'est-ce que ça veut dire, une école juridique? Donc ça doit avoir une stabilité méthodologique. Ça doit avoir un référentiel bien clair. Donc, il y a des écoles qui avaient tout ça. Telles que, je vais citer seulement une, l'Aouzaï, celle de l'imam l'Aouzaï. Maintenant, il y a une université au Liban qui s'appelle l'université de l'imam l'Aouzaï. Tout le monde connaît l'imam l'Aouzaï, mais ne sait pas qu'il était, à un moment bien déterminé, sa jurisprudence était dominante sur toute la région. Avant Shafi'i et parallèlement à l'imam Malik et à l'imam Abu Hanifa. Comment se fait-il que l'imam Aouzaï a été chassé carrément dans la scène? Pas de son vivant, bien sûr. De son vivant, il était un homme respectable et il avait sa place. Et donc, c'était une des références, des 50 références connues. Mais après, des circonstances politiques,
ont favorisé que l'école de l'imam Shafi'i prenne sa place, avec une décision du gouverneur de Damas. Il a fait un prix de 100 dinars pour celui qui apprend par cœur le résumé qu'a fait Al-Muzni du grand livre de l'imam Shafi'i, Al-Umm. Alors, 100 dinars, figurez-vous, hein, c'est une fortune. C'est 10 grands chameaux. C'est une fortune, 100 dinars. Donc, tous les jeunes commençaient à apprendre le Muzni par cœur, et Awza est mis de côté. Et au bout de quelques années, on a oublié carrément. Et c'est quoi un Mukhtasar al-Muzni, le résumé de Muzni? Bon, c'est l'un des meilleurs livres pédagogiques de jurisprudence. Il a résumé tout ce qui est utile dans la jurisprudence de Shafi'i, en lui ajoutant quelques détails aussi de lui-même, le Muzni, qui était l'un de ses élèves, et les élèves de l'imam Shafi'i, il était aussi lui-même mujtahid aussi, mais dans sa ligne, et pas parallèlement à lui. Donc, regardez comment le phénomène est strictement sociopolitique, imposer cette école ou l'autre. Ou alors, pourquoi, par la suite, la Nord-Afrique est devenue malikite? Bien sûr, l'imam Malik avait la légitimité à un certain moment de son vivant, il avait le monopole même de la légitimité, puisqu'il était l'imam de la Médine, l'imam de Al-Najra. Mais après sa mort, comment ça se fait que on a pu imposer sa doctrine? Alors là, ce sont des choix politiques au niveau de l'État idrisside et de l'État aghlabite aussi. C'est l'émir de Kairouan, de Ben Arlek, qui a choisi l'imam Shahroun pour être le cadi des cadis. Et donc, personne ne pouvait donner des leçons dans les mosquées, sauf par autorisation de l'imam Shahroun. Bien sûr, c'était une très bonne chose à cette époque, parce que les Khawarij faisaient des ravages. Et les pseudo-cheikhs et les apprentis cheikhs et les gens qui n'ont aucune science avaient rempli les mosquées. Donc il fallait mettre fin à toute cette bohu. Et donc c'était quelque chose de nécessaire. Et bon, c'était une grande chance pour la Nord-Afrique de toute façon. Parce qu'on a eu cette grande relève qui a fait que le présage de l'imam Malik Zaytouna devient la Kaaba de la Nord-Afrique, il s'est réalisé réellement. Parce que la science médinoise s'est transportée en Nord-Afrique. Et là, c'est un grand acquis qu'on a conservé jusqu'à nos jours. Donc, dans ce livre-là, on a décrit ce passage de l'état d'une école juridique à l'état d'une notarisme. Parce que c'est bien d'imposer par exemple une école pour la première fois pour des considérations politiques que j'ai décrites au niveau du deuxième livre, c'est-à-dire pour faire la différence entre les frontières, quoi, pour marquer son propre terrain et domaine politique. Au début c'était ça, mais par la suite comment ça va devenir au niveau des générations qui vont hériter ça? Ils vont être en quelque sorte orientés vers cet héritage. Et donc, on n'est pas dans un choix tout à fait libre de choisir son madhab parmi une cinquantaine. Non, pas du tout. On va à la mosquée et on trouve un seul enseignant qui est l'élève de, par exemple, l'imam Shahroun, et on prend de cet élève-là. Ailleurs, en Égypte, ce fut le cas de l'imam Shafi'i aussi. Bon, on a imposé ses élèves. Ou dans la Grande Syrie, on a imposé les Muzni. C'est comme ça. Donc, ces peuples qui étaient unis sous la bannière de la communauté musulmane se sont divisés en des communautés. Une qui s'appelle Malikite, l'autre qui s'appelle Shafi'ite, l'autre qui s'appelle Zaydite, c'était au Yémen, au Tabaristan aussi, l'autre qui s'appelle Hanafite, etc. Et c'est là le passage au communautarisme. Il y avait une vague par la suite de fanatisme communautaire terrible.
On ne se marie même pas entre les Hanafites et les Hanafites. Donc c'était une sorte de fanatisme fou. Bien sûr, tout cela n'était pas agréé par les grands savants. Parce que quand ça devient un phénomène communautaire, un phénomène populaire, ça dépasse les savants. Les savants ne sont plus gouvernants, ils sont plutôt gouvernés. Là. Voilà, c'est la quintessence, disons, du troisième volume. Bien sûr, tout cela est décrit, explicité et analysé selon la méthode de l'analyse fonctionnelle qu'on a adoptée depuis le départ. Oui.